Bonjour à toutes et à tous. Il y en a qui vont prendre le train en marche. Donc avant de commencer, je vais vous demander s'il vous plaît de couper vos micros pour éviter toute interférence. Pour votre information, vous recevrez par mail le PowerPoint, le lien de la vidéo et les références bibliographiques pour aller plus loin sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Donc, le temps qu'on prépare toute la petite vidéo, tout ça, ça devrait être dans quelques jours dans vos boîtes mail. Et puis, vous retrouvez aussi le replay sur notre site internet. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez aussi les anciennes thématiques qui apparaissent. Il y aura un temps d'échange à la fin de l'intervention. Donc, vous pouvez écrire vos questions sur le chat pour ceux qui veulent. Sinon, vous les poserez volontiers à la fin. Perrine et Stéphane répondront avec plaisir. Donc, moi, je me présente, Aurélie Louchard. Je suis infirmière coordinatrice à l'association Arca Sud. Je suis accompagnée de Perrine Roux, qui est directrice de recherche à l'INSERM, et de Stéphane Akoka, qui est directeur d'ASUD, qui est une association d'autosupport et de réduction des risques basée sur Marseille. Donc, ils vont aborder la question de la salle de consommation à moindre risque. Et puis, on va resituer voilà, de quoi on parle et puis surtout avec l'actualité du projet sur Marseille. Donc, tout d'abord, c'est en 86 que la première salle a ouvert, donc à Berne, au vu de la crise sanitaire, puisqu'il y avait d'énormes contaminations au VIH. En effet, les usagers consommaient sur des grandes places à la vue de tout le monde. Et puis les associations intervenaient sur ces lieux. Et c'est dans les années 90 que leur politique était composée de 4 piliers, la prévention, la thérapie, la réduction des risques et la répression. En parallèle, nous, en France, en 87, on était uniquement à la vente libre de seringues en pharmacie et en 95, la distribution des seringues par les associations. Donc, il y avait un très gros décalage entre la France et la Suisse qui avaient déjà, eux, 10 ans de salles de conso. Aujourd'hui, on en retrouve à peu près 202 de salles de conso dans le monde. Voilà, maintenant, j'en dis pas plus et je laisse la parole à Perrine Roux. Merci. Donc, merci en tout cas pour l'invitation. Moi, ce que j'ai proposé, c'est évidemment de vous présenter les résultats scientifiques autour des salles de consommation qu'on a pu obtenir au sein de l'équipe Santercom, donc du laboratoire du CESTIM qui est basé à Marseille. Et donc, je voulais vous présenter les résultats de 2 études. Une étude qui a consisté à évaluer les salles de consommation en France, la cohorte Cosinus, et une étude qui a été conduite à Marseille et qui a visé un peu à nourrir le plaidoyer en vue de l'ouverture d'une HSA, donc une halte soins addiction, à travers le projet EPOSIM. Donc d'abord, cette cohorte Cosinus qui a été financée par la Mildeca, qui a démarré en 2016, qui a mobilisé plusieurs partenaires académiques et dont le centre de méthodologie et de gestion donc, était basé dans notre équipe. Donc, cette salle de consommation, vous voyez bien les diapos qui défilent, hein? Tout à fait, il n'y a pas de souci, Perrine. Super, merci. Donc, juste le contexte de ce projet de recherche, c'est une époque où, évidemment, les personnes qui injectent des substances avaient donc des complications liées à leur pratique d'injection, notamment le principal on va dire, élément en tout cas problématique dans ce public, c'est l'épidémie d'hépatite C. Et donc, mais il y a d'autres complications qui sont souvent oubliées, hein, les abcès qui conduisent les personnes à des hospitalisations répétées. Également, donc, une population exclue du système de santé avec un accès limité aux soins, au dépistage et souvent une prise en charge des troubles de l'usage compliqués. C'est une population précaire qui, pour beaucoup en tout cas, sont des personnes qui ont des logements très instables, voire des personnes sans abri. Et puis, on avait déjà eu les résultats de ce rapport INSERM qui date de 2010, hein, donc qui est très ancien, mais qui en tout cas, apportait des arguments qui venaient un peu de tout ce qui avait été produit à l'étranger, hein, comme littérature scientifique, et qui
faisait un peu la promotion de ce dispositif de santé publique que sont les salles de consommation de drogue à moindre risque. Donc, la littérature montre de nombreux articles en faveur donc, de l'efficacité des salles de consommation, et ce sur de nombreux critères. Et donc, l'idée de Cosinus, c'était, quand les salles ont ouvert, de pouvoir confirmer l'efficacité de ce dispositif. Donc, cette cohorte Cosinus avait pour objectif de montrer l'impact de la salle de consommation pour les personnes qui injectent des drogues sur différents critères d'efficacité. Donc d'abord, on va dire quelle est la définition de ces salles de consommation. Ce n'est pas seulement un lieu où les personnes injectent, mais c'est aussi un environnement qui va être un environnement sécurisé pour ce public qui habituellement injecte plutôt dans la rue, avec à disposition du matériel stérile, des conseils de réduction des risques et des services adaptés aux besoins de ce public. Donc, les 2 salles ayant ouvert en 2016 étaient donc la salle à Paris, au travers du CARU de Gaïa, et à Strasbourg, à Itac, et la salle s'appelle Argos. Donc, l'idée de cette cohorte, c'était d'étudier l'impact de cette salle sur des critères d'efficacité qui avaient déjà été démontrés dans d'autres contextes, comme les pratiques à risque de transmission du VIH et de l'hépatite C, qui correspond en fait au partage de matériel usagé. Est-ce que la salle va permettre de réduire ces pratiques donc qui sont à risque de transmission des virus? Est-ce que la salle permet de réduire les overdoses, les abcès? Est-ce que ça permet d'améliorer l'accès aux soins, de réduire évidemment l'injection dans l'espace public? Et on s'est intéressé, parce que les Canadiens avaient déjà démontré cette efficacité qui est importante aussi, et qui n'est pas en lien avec la santé, mais qui montre que la salle peut réduire les délits liés à l'usage de produits. Donc, la méthode que nous avons utilisée, une cohorte donc de 665 injectrices, avec donc les critères d'inclusion. Il fallait avoir consommé des substances psychoactives avec une injection récente, des personnes qui devaient comprendre le français. Ça, c'est un peu un biais, enfin en tout cas une lacune dans cette étude, mais c'était compliqué de pouvoir donner accès à des personnes non francophones. Et puis, ces personnes avaient un questionnaire à remplir en face à face avec un enquêteur formé à l'inclusion, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. On a recueilli, grâce à ces questionnaires, des données multiples sur différentes dimensions, des données sociodémographiques, sur l'utilisation de la salle de consommation, sur le type de produits consommés. Toutes les pratiques à risque ont été détaillées également, les overdoses, l'accès aux soins, la satisfaction vis-à-vis de plusieurs dispositifs de réduction des risques, et puis un module de questions assez détaillé sur les délits. Nous avons comparé donc au travers de cette cohorte qui a été suivie pendant 1 an, 2 groupes de participants. Un groupe qui avait été exposé à la salle de consommation, donc à Paris et Strasbourg, et un groupe qui n'avait pas fréquenté ou très peu fréquenté la salle de consommation, donc Paris et Strasbourg, puisque les personnes n'ont pas été recrutées seulement dans les salles de consommation, et également dans 2 autres villes, Bordeaux et Marseille, qui étaient donc des villes témoins dans lesquelles les salles n'existaient pas. Cette recherche a été menée sous la responsabilité de l'INSERM, a obtenu évidemment toutes les autorisations éthiques nécessaires à la conduite de la recherche. Donc, voilà un peu comment s'est réparti le recrutement des participants. Donc, à Paris, 240 personnes ont été recrutées, essentiellement via la salle Gaïa. À Strasbourg, 80 personnes via Argos. À Bordeaux et à Marseille, nous avons recruté les participants dans les différentes structures de réduction des risques, essentiellement les CARU de ces 2 villes. La description de cette cohorte, donc comme dans beaucoup d'études qui concernent ce public, on a majoritairement des hommes, donc 80% d'hommes, un âge médian de 38 ans, 30% seulement étaient diplômés du baccalauréat ou de l'enseignement supérieur, 19% étaient en emploi, et près de la moitié qui vivaient dans un logement très précaire, c'est-à-dire en rue, squat ou voiture. Donc un public très précarisé.
Alors, les résultats, donc je ne suis pas entrée dans les détails des analyses statistiques que nous avons conduites parce qu'elles sont complexes et puis voilà, je pense que c'est mieux d'aller directement vers les résultats. Nous avons étudié l'impact de la salle de consommation sur les différents critères que vous voyez à gauche. Et donc, on a étudié l'effet de la salle de consommation sur ces critères. Et vous voyez, moins de 10 points, ça veut dire que dans le groupe non exposé, il y avait 11% de personnes qui déclaraient des pratiques à risque. Et dans le groupe exposé, c'est passé à 1%. Donc, vous pouvez observer la diminution donc, de ces critères de santé les abcès, par exemple, on est passé de 14% à 3%, les overdoses non fatales de 3% à 1%. Bon, c'est des chiffres pour les overdoses qui sont faibles comparés à nos collègues nord-américains, mais on n'a pas du tout la même problématique, comme vous le savez, vis-à-vis des overdoses. Mais ça montre quand même une diminution significative et de plus de la moitié. Le passage aux urgences, ça aussi c'est important, 41% contre 17%, les délits de 23% à 3% et l'injection dans l'espace public, 27% à 12%. Et sur le côté, donc à droite, vous avez les facteurs sur lesquels que nous avons pris en compte également et qui peuvent influencer les critères à gauche. Donc, par exemple, la grande précarité, plus les personnes sont précaires et plus elles vont avoir de pratiques à risque. Donc, vous voyez tous les facteurs qui sont également associés à ces critères à gauche. Donc, nous avons, juste pour vous montrer un peu la valorisation de ces résultats à l'échelle scientifique et donc pour la communauté internationale, nous avons publié le papier sur les 3 critères importants de santé, abcès, overdose et passage aux urgences. L'abcès, c'est la première fois qu'on a pu démontrer l'effet des salles de conso sur cette complication de l'injection qui est quand même très fréquente, très prévalente chez les personnes qui injectent des drogues. Donc voilà, on a pu publier un joli article qui a été d'ailleurs nominé par la Société internationale d'études sur la politique des drogues. Et puis, il y a des critères sur lesquels les salles n'ont pas eu d'effet positif, mais qui étaient comparables en fait aux CARUD, parce que les personnes du groupe contrôle ont été recrutées dans les CARUD. Et donc, sans trop de surprise, hein, l'accès à un traitement de substitution ou l'accès au dépistage VHC était comparable dans les deux groupes, puisque les personnes recrutées dans le groupe témoin étaient recrutées dans les CARUD, où on sait bien que le dépistage est fréquent et le lien avec l'Exapa, en général, se fait plutôt facilement. On a également analysé plus en détail la volonté des personnes qui injectent des drogues à fréquenter une salle de consommation dans une ville où il n'y a pas de salle de consommation, donc à Marseille. Et on a pu montrer que donc plus de la moitié déclaraient souhaiter utiliser fréquemment la salle de consommation. Et parmi eux, c'était les plus précaires, les personnes qui injectent quotidiennement et qui injectent majoritairement dans l'espace public. Donc, ce papier, vous pouvez le retrouver en français dans la revue de Santé publique. Donc, suite à cette cohorte, on a travaillé avec Assud Marseillais et le Tipeee à l'époque. Maintenant, donc, ils ont fusionné et c'est Assud Marseillais pour essayer de produire des données scientifiques pour apporter un peu d'éléments pour le plaidoyer à l'ouverture d'une salle de consommation. Donc, on a documenté les pratiques d'injection dans l'espace public à travers le projet EPOSI. Donc, c'est Marie Dos Santos, qui est sociologue dans mon équipe, qui a conduit ce projet. Donc, étude préliminaire à l'ouverture de la salle d'injection à Marseille. Et elle a utilisé une méthodologie un peu originale qui est le photovoie, qui permet de documenter l'expérience des personnes via la photographie. Donc, c'est l'idée de cette méthode qui est de plus en plus utilisée en sciences sociales, hein, c'est vraiment de permettre aux personnes d'être presque des co-chercheurs, des chercheurs pairs, où ils vont être experts de leur pratique et ils vont utiliser cet outil photographique pour choisir les éléments de leur environnement ou de leur quotidien qui vont leur sembler importants pour documenter l'injection dans l'espace public. Donc, on a construit vraiment avec les personnes de l'étude, les personnes participantes à l'étude, ce projet.
Et on a associé également donc, la méthodologie classique de l'entretien semi-directif utilisé en sociologie. Et donc, l'avantage de cet outil qui est la photo, hein, de ce matériel, c'est que ça permet ensuite, au-delà des publications, de pouvoir utiliser ces images comme un plaidoyer au travers de vidéos, d'expositions. Et donc, c'est ce qu'on a fait par la suite. Donc, il y a eu plusieurs étapes, hein, des ateliers où on a analysé les photos avec les personnes, choisir les photos qui pour elles, étaient les plus importantes. On a également proposé une bâche avec ces photos, ces images et puis les verbatims qui allaient avec ces différentes images pour pouvoir utiliser ces supports dans différents moments un peu des moments militants ou des moments artistiques aussi quand on a proposé plusieurs expositions et notamment donc pendant l'événement support Don't Punish. Donc les résultats scientifiques de cette étude sociologique, plusieurs éléments. On a montré d'abord qu'il y avait vraiment une dimension subjective dans le fait d'utiliser ces photos et de choisir certaines images. Hein. Les personnes vont, au-delà donc de la recherche d'esthétisme, d'authenticité, les personnes vont se mettre en récit. Donc, il y avait des mises en scène comme ça, et celle-là intéressante, où la personne raconte en regardant la photo. Celle-là, je l'aime bien parce que moi, je suis chrétien, je lis la Bible et tout, au moins pour faire comprendre qu'on n'est pas seulement toxicomane, qu'on ne comprend rien. Une dimension collective, on voit bien au travers de ces photos que la pratique de l'injection, elle se fait aussi à plusieurs et qu'il y a des partages à la fois de savoir, mais aussi de pratiques de réduction des risques. Et on voit à droite donc les personnes qui utilisent une bouteille pour pouvoir mettre leur matériel usagé et éviter que les seringues soient jetées par terre. Et enfin, il y a vraiment cette volonté d'utiliser la photographie comme un moyen de produire des changements, hein, avec vraiment une dimension politique. Donc l'idée, c'était de montrer aussi des images qui peuvent choquer, mais qui sont la réalité des personnes. Et donc, j'ai également rajouté cette photo là en bas, qui est vraiment intéressante parce qu'elle montre que les personnes sont invisibilisées. Elles sont dans la rue, les personnes ne les voient pas, elles injectent entre les voitures. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, et notamment avec cette actualité où Stéphane en parlera, mais où c'est difficile de faire accepter un lieu comme une salle de consommation quand on ne voit plus les personnes qui sont pourtant dans tous les interstices de la ville. Donc voilà. Un autre résultat qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise en miroir à la fois des stratégies de réduction des risques. Les usagers adoptent le matériel stérile qu'on leur propose, mettent en place des stratégies elles-mêmes pour éviter que les seringues soient jetées par terre. Mais au centre, vous voyez un escalier et tous les usagers ont pris en photo au moins un escalier, au moins un hall d'entrée, un parking, des lieux absolument très, très peu appropriés pour pratiquer l'injection. Et donc, ça montre un peu les contradictions des outils et des dispositifs qu'on propose à ces personnes. Donc, en conclusion, le poids du regard social donc, sur la pratique de l'injection, évidemment, dans l'espace public, hein, ça, c'est vraiment ce que les usagers ont pu mettre en évidence. L'appropriation des interstices urbains par les participants et puis des résultats qui plaident en faveur de l'ouverture d'une halte soins addiction. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et puis vous aurez accès au diaporama avec toutes les ressources bibliographiques et des vidéos également. J'arrête le partage. Hop, est-ce que... Merci Perrine, on laisse la place à Stéphane. Merci. Au niveau historique, merci pour les dates et l'explication. Et au niveau scientifique, effectivement, le premier projet de salle de consommation à Marseille, il a été monté par l'association Transit, qui est une des deux premières boutiques de France. Il y en avait une à Marseille et une à Paris au début des années 90. Et en 1994-95, ils ont été effectivement en Allemagne. C'était la grande époque au niveau des contaminations VIH, où ça contaminait vraiment énormément. Et quand ils ont été
Ils ont été voir comment ça se passait en Allemagne, ils ont été voir les outils qui étaient développés et ils ont lancé un premier dossier à ce moment-là pour monter une salle de consommation. Ça n'a pas abouti, la loi n'était pas prête en France à ce moment-là. La politique de réduction des risques, elle a bien permis d'avancer, mais c'est vrai qu'aussi elle a travaillé en parallèle avec la loi de 70 et on était sans arrêt entre la santé publique et l'incitation à la consommation de drogue. Et c'est des axes sur lesquels on est encore aujourd'hui. On voit au niveau du grand public, en tout cas, les connaissances et les outils de réduction des risques, ils ne sont pas du tout évidents à faire passer dans la société en général. Et on va voir que ça nous pose souci par rapport à la suite quand il s'agit d'implanter ce type de dispositif. Donc, sur Marseille, les besoins étaient là depuis bien longtemps. Et ce n'est qu'en 2010, quand la ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, a demandé à l'INSERM en 2010 de faire une évaluation des outils de réduction des risques, où on a vu qu'il y avait des possibilités, en tout cas, de travailler sur les salles de consommation. À partir de là, il y a un groupe d'experts sur Marseille avec l'adjoint à la santé de l'époque, qui était M. Padovani, et des experts, des associatifs, des sociologues qui ont travaillé pour monter un projet de salle de consommation et ce pendant une dizaine d'années, puisque entre 2010 en 2016, il y a eu des tentatives d'avancer. En 2019, il y avait un lieu qui avait été trouvé dans l'hôpital de la Conception à Marseille. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était juste avant les élections, ça a fuité et il y a eu des pétitions. La maire d'arrondissement s'est opposée et du coup, le projet a avorté une première fois. Donc, ce même projet, on l'a retravaillé, mais c'était toujours la même base, puisque les besoins restent les mêmes et l'outil reste le même. Et on a eu un grand espoir avec l'arrivée du printemps marseillais, qui avait mis dans son programme de campagne le montage d'une salle de consommation à moindre risque sur Marseille, parce qu'on sait qu'il y a une dimension politique importante, en tout cas qui peut faire capoter ou au contraire arriver au niveau de ce projet-là. Donc au niveau du projet marseillais, la difficulté, c'est toujours d'arriver à voir où implanter ce type de dispositif. Et donc, on a tracé un cercle, on a dit que l'épicentre était autour de la gare Saint-Charles. C'est souvent les gares qui sont dans les grandes villes qui sont impactées. Et on a tracé un cercle à 20 minutes à pied autour de la gare Saint-Charles. Et on a commencé à chercher des locaux dans lesquels on pourrait s'installer. Et on s'est rendu compte, alors on a beaucoup travaillé par rapport à ça, on a repéré des lieux. Alors, il y a un cahier des charges qui est assez exigeant, puisqu'il nous faut des locaux entre 300 et 400 mètres carrés. Il faudrait une cour intérieure où les gens puissent fumer du tabac sur l'extérieur. Et du coup, quand on fait pas trop proche des écoles, en essayant de se positionner dans des endroits où il y aura le moins de nuisances possible pour les riverains. Et en fait, on a beaucoup cherché. On a cherché dans le parc privé. On s'est rendu compte qu'en fait, aucun propriétaire n'était prêt à nous louer parce que c'est un établissement médico-social, mais c'est quand même quelque chose qui pose, en tout cas, qui ne va pas de soi au niveau de l'implantation sur un quartier. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché aussi au niveau on a demandé à la mairie de se positionner et de nous aider à trouver des locaux. Et on s'est rendu compte très rapidement, on a eu une opposition de la maire du 1er arrondissement, qui est un des arrondissements le plus touchés par les consommations de rue. Et depuis le début, elle a refusé de nous recevoir et elle était vraiment très, très opposée à cette logique-là. Elle a tout fait pour qu'on s'implante ailleurs que sur le 1er arrondissement. Et là, il y a un enjeu politique qui nous dépasse, nous, parce que nous, on fait de la santé publique, on n'est pas sur ces enjeux politiques. Et malgré tout, c'est des enjeux qui sont importants. Alors, il faut quand même rappeler qu'au niveau politique,
toutes les personnes qui ont porté ce type de projet, que ce soit sur Paris ou sur Strasbourg, ont vu que les projets, ils correspondaient aux besoins et ils ont répondu. Ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, les hommes politiques, hommes et femmes politiques qui ont soutenu ce type de projet-là, ils sont repassés avec des scores qui étaient meilleurs que les scores qu'ils avaient eu la première fois. Donc, il n'y a pas forcément d'enjeu au niveau politique, mais malgré tout, on voit qu'il y a des lignes de fracture qui sont très éloignées de la santé publique, des connaissances scientifiques et qui sont vraiment sur quelle place on donne dans la drogue, quelle place on donne aux soins, quelle connaissance on a du soin et des processus au niveau des consommations. Donc, on s'est rendu compte que c'est des questions qui sont vraiment importantes et qui ont un effet au niveau de la mise en place, en tout cas sur les politiques, pour pouvoir avancer. En fait, si vous voulez, sur le centre de Marseille, sur le centre-ville, personne, même à part peut-être le Rassemblement national, mais je ne suis même pas sûr qu'ils soient positionnés comme ça, personne ne remet en cause le besoin d'une salle de consommation sur Marseille, sur le centre-ville de Marseille. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Pourtant, personne ne souhaite que ce soit en bas de chez soi. Et le paradoxe, il est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire que là où on devrait s'installer, soit on nous dit vous rajoutez de la misère à la misère, soit on nous dit c'est pas ici les consommations de drogue, elles sont un peu plus loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été 2023, on a trouvé, la mairie nous a proposé un local. En fait, il y avait un local qui était à vendre dans le premier arrondissement, à côté de la place des Réformés, pour ceux qui connaissent, qui est un spot de consommation, et un autre local qui était un local de la mairie, un tout petit peu plus éloigné, et qui était vraiment au niveau de la configuration, qui correspondait totalement au cahier des charges. Et ce qui s'est passé, c'est que le local qui était à vendre a été vendu. Et donc, du coup, on s'est retrouvé, on a dit, bon, mais on voyait aussi que la date approchait, puisqu'il faut que l'expérimentation se termine le 31 décembre 2025. Il fallait un an de fonctionnement pour rentrer dans l'expérimentation. Et surtout, on voit approcher la prochaine campagne électorale municipale à grands pas. Et on sait que c'est pas le bon moment pour monter ce type de projet-là. L'idée, c'est de le monter plutôt en début de mandat pour que ça ait le temps de se mettre en place et qu'on commence à voir les résultats par rapport aux problématiques. Et donc, du coup, on a vraiment décidé de mettre un coup d'avancement du projet. Et donc, on a répondu favorablement à la proposition du cabinet du maire de Marseille de pouvoir investir le lieu qui était le 110 boulevard de la Libération. On a travaillé là-dessus, on a travaillé avec un architecte pour faire des plans. Il y a des usagers qui sont venus pour tester les plans aussi, pour voir comment on pourrait avancer par rapport à tout ça. On a travaillé avec un comité de pilotage qui réunit, donc le comité de pilotage, c'est à chaque fois le maire de la ville, le DG de l'ARS, le procureur de la République et le préfet de département ou de région. On a pu faire valider le lieu au mois de septembre-octobre dans le cadre du comité de pilotage. On a avancé. Alors après, la difficulté, c'est dès qu'on a fait valider de lieu, il y a eu des fuites dans la presse. C'est à chaque fois la grande classique. Hein. Immédiatement, on a eu des opposants qui se sont positionnés en nous expliquant qu'il y avait beaucoup plus d'écoles qu'ailleurs à proximité, alors que non, on a bien repris au niveau des calculs, au niveau géographique, sur le centre de ville de Marseille. Partout où vous allez pouvoir vous installer, vous avez des écoles qui sont vraiment très proches. Ce qui nous importait, c'était de ne pas avoir une école juste à côté, c'est-à-dire à côté de la porte d'entrée. Et en fait, nous, de l'autre côté du bâtiment, il y a une autre entrée, mais qui n'était pas destinée à la salle de consommation. Et effectivement, par rapport à cette entrée-là, mais qui est de l'autre côté du pâté de maison, c'est proche des écoles. Et donc, les opposants se sont emparés de ça en disant que c'était très proche des écoles, qu'il y avait de gros dangers.
Et la presse, BFM, quoi, il y avait vraiment un traitement médiatique qui était horrible. Je ne sais pas, je vous invite à regarder un petit peu les archives. Les usagers de drogue, c'est tous ils vont aller faire des piqûres à leurs enfants, ils vont donner du crack aux enfants. Il y a des risques de danger, des risques. Et en fait, on était vraiment sur du fantasme par rapport à ça. La grosse difficulté, c'est que à partir du moment où c'est mis en place, que les gens se rendent compte que c'était des fantasmes. On a beau leur dire qu'on a un CARUD qui est dans le premier arrondissement, qui reçoit exactement le public, la description du public qu'a fait Perrine tout à l'heure. On reçoit ce public-là, on est en centre-ville et quoi, il y a peu de gens qui savent qu'on est implanté là. En tout cas, dans les réunions publiques, il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin en me disant, mais écoutez, moi, ça me rassure beaucoup parce que j'habite la rue qui est juste à côté de chez vous, je n'étais même pas au courant que vous existiez. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ça puisse être un non-événement, mais pour que ça puisse être un non-événement, encore faut-il qu'on puisse s'ouvrir et qu'on puisse le mettre en place. Et là, ce qui s'est passé, c'est que de janvier, le 17 janvier, on a eu un nouveau comité de pilotage et à ce moment-là, on a eu la procureure de la République et le procureur de la République et la préfète de police qui ont décrété que l'endroit n'était plus adéquat par rapport à ça. Et donc, l'idée, on repart encore une fois dans essayer de trouver un autre lieu en sachant qu'on voit la fenêtre qui se referme. Et voilà, donc ça pose vraiment des difficultés pour le mettre en place. On est quand même dans la deuxième ville de France avec des problématiques de drogue qui sont très importantes dans le centre-ville, des consommations très, très importantes dans la rue. Et malgré tout, on voit qu'il y a une difficulté. Et pour nous, il faut vraiment qu'il y ait une ambition politique par rapport à ça, parce qu'on sait que quel que soit le lieu où on va l'implanter, eh bien forcément, les gens qui habitent à proximité immédiate, ils vont trouver que ça serait mieux de le mettre ailleurs. Jean-François Mattei, avec les automates récupérateurs échangeurs de seringues sur Marseille, avait déjà été confronté à ça. Chacun des secteurs, chacun des arrondissements disait oui, c'est très important qu'il faut il faut absolument qu'il y ait des seringues accessibles à tout le monde, mais l'automate, mettez-le plutôt dans l'arrondissement d'à côté. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-François Mattei, pour résoudre ça, avait décidé de mettre un automate par secteur. Donc, un secteur, c'est 2 arrondissements. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la même chose sur la salle de consommation. Et qu'il faut absolument qu'il y ait, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau du maire, quelqu'un qui, à un moment, prenne la décision et dire, voilà, on va le poser là. Ça correspond à un besoin de santé publique. C'est dans le cadre d'une loi au niveau de l'État. C'est pas quelque chose de... Et qu'on arrive à tenir la position de dire, on le pose à cet endroit-là et il faut vraiment que ça ait lieu à cet endroit-là. Et la difficulté, c'est que ben forcément, la personne qui va porter cette décision, eh ben, elle va cristalliser des oppositions. Et pour l'instant, on a du mal à avoir des politiques qui acceptent qu'une partie de leur électorat ou une partie des électeurs, c'est pas forcément leur électorat d'ailleurs, une partie des électeurs ben, se détournent et soient opposés à ça. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que bien souvent, eh ben, il y a des conceptions du soin qui sont erronées dans les réunions publiques. C'était incroyable ce qu'on a pu entendre avec des gens qui vous disaient on nous reparle de volonté des gens. S'ils avaient un peu de volonté, ils n'auraient pas besoin. Ils se sont mis dedans tout seuls, et bien qu'ils s'en sortent tout seuls. Quoi, des discours qui étaient vraiment très, très durs et très éloignés de la réalité de ce qu'on peut vivre nous au quotidien. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau du passage de ces idées-là dans la société, c'est-à-dire que concrètement, avec la réduction des risques, on a eu de très très bons résultats, mais on ne les a pas forcément valorisés auprès du grand public. Et on conserve en France, et c'est aussi la logique du ministre, hein, une logique essentiellement répressive par rapport à tout ce qui est au niveau des drogues. En tout cas, dans les connaissances du grand public, on est vraiment là-dessus. Et je pense qu'il y a vraiment un combat à mener pour vraiment faire entendre
que le soin sous contrainte, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Quoi. En tout cas, il y a un certain nombre de connaissances qui, pour les gens qui travaillent dans ce champ-là, vont de soi. En plus, nous, le fait qu'on soit une association qui est un autosupport, mais qui est un autosupport qui porte un CARUD et qui a des compétences au niveau médico-social, on s'est retrouvé à être les méchants qui veulent absolument dépénaliser l'usage de drogue, alors que la majorité des fédérations sont sur la dépénalisation. En tout cas, la pénalisation de l'usage de drogue ne favorise pas le soin. Il y a des grandes idées comme ça et on s'est retrouvé quelque part stigmatisé parce qu'on était ceux qui voulaient dépénaliser l'usage de drogue. Et du coup, on part de très loin par rapport à ça. Alors, on n'a pas eu que des opposants, hein. On a aussi des gens qui nous soutiennent et qui comprennent bien. Mais c'est vrai que ces problématiques-là, on s'y heurte encore aujourd'hui. Là, on voit la fenêtre qui se referme doucement et on continue d'espérer. C'est pour ça qu'on met aussi la pression au niveau sur le maire de Marseille, parce qu'on pense que c'est à lui, là. Il ne peut pas rester au-dessus de la mêlée. C'est vraiment à lui, à un moment, à prendre position et à dire si on veut que ce dispositif existe, eh bien, il faut qu'il y ait un choix et un soutien important pour pouvoir le mettre en place. Ça ne se fera pas comme ça. Déjà, installer un CARUD, ce n'est pas facile d'installer un CARUD quelque part dans une ville. Il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Une salle de consommation, c'est encore un stade supplémentaire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait quand même réussi à avoir, vous voyez, je parle un peu au passé, mais j'y crois encore un peu, mais ça devient de plus en plus difficile. On a dans notre projet, vous verrez dans le PowerPoint, on arrive à 20,5 équivalents temps plein, dont 6 équivalents temps plein uniquement pour faire de la médiation dans le quartier et autour. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit bien intégré. Le problème, c'est que si on n'a pas de lieu pour s'installer, on ne pourra pas faire la preuve que ça fonctionne. Et du coup, les consommations vont continuer à avoir lieu dans la rue. Je m'arrête un peu. Je ne sais pas si vous voulez que je développe une partie peut-être plus qu'une autre. Moi, juste, Stéphane, j'ai trouvé, juste pour montrer un peu en image le niveau des opposants, je vous le partage rapidement. Attendez, hop. Alors, partager, parce que c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on a pu vivre pendant fenêtre, hop, partager. Est-ce que vous voyez la photo là? Ouais. Voilà, donc c'est ça a été en permanence tous les jours, des tags qui étaient effacés la nuit et le matin, hop, c'était rebelote. Voilà, maternelle, école, crèche, salle de shoot, et puis pas de crack à la... Bon, ça c'est, voilà, il y en a eu des dizaines et des dizaines comme ça, des slogans assez virulents, où on oublie qu'au centre, il y a des personnes qui vivent dans la rue, et je pense que c'est ce que les personnes oublient, c'est que c'est pas la drogue le problème chez ces personnes, c'est que ces personnes vivent dans une précarité terrible. Mais bon, ça a été oublié dans les... Oui, il y a l'idée aussi que ça va ramener autour, ça va cristalliser autour, tous les problèmes vont venir chez nous. Et du coup, les gens, voilà, on était vraiment, il y a une peur, il y a eu une instrumentalisation politique aussi, puisque on voit bien que les enjeux, c'est-à-dire que celui qui va se positionner pour les autres au niveau politique, et particulièrement là, pour nous, c'était Bruno Gilles, il jouait sur du velours d'aller mobiliser sur les peurs. Après, c'était pas non plus des milliers et des milliers de personnes, hein, c'était, on va dire, 60, 70 personnes qui étaient là, qu'on finissait par connaître. Ouais. Ouais, voilà, non, mais avec des ballons, avec leurs pancartes, des patrons qui ont été très présents, qui ont mis la pression sur les maires de secteur qui, au bout d'un moment, dès qu'ils sortaient quelque part, dès qu'il y avait la moindre allocution publique, ils avaient droit aux opposants qui étaient là et qui criaient derrière. Et voilà, cette forme de pression a amené à un moment, on a bien senti qu'au niveau du politique, il y avait une envie moins importante d'arriver à porter ce dispositif, même si au début, ils étaient assez convaincus, ils sont assez convaincus. Il faut bien comprendre que c'est un combat politique dans lequel on prend des coups aussi. C'est pas juste un dispositif de santé publique. Il y a vraiment des dimensions importantes au niveau de notre société, de la façon dont est perçue la drogue, les gens qui utilisent des drogues et le soin par rapport à ça dans notre société. Il y a vraiment un travail d'évolution à ce niveau-là à mettre en place. Juste, il y a des questions sur le côté, Aurélie. Et moi, je me demandais,
une association marseillaise, Canal Historique, semble avoir disparu du GPS. C'est laquelle? Oui, il y a une association marseillaise, Canal Historique, semble avoir disparu du GPS et du COPIL depuis l'annonce du rejet de l'ouverture de Ferry B. Savez-vous pourquoi? Alors, Canal c'est... historique. Philippe, ouais, je sais pas. Ouais, Philippe, On peut avoir un peu plus de précisions. précision. Donc Philippe, il dit je travaille pas loin du Sandy, j'ai entendu des propos indignes, souvent de la part de piliers bar, addiction Méditerranée. Alors je sais pas. Bon, Pied de barre, addiction. Bon, Ok, Addiction Méditerranée font partie du groupe. Hein. ouais, parti. Je ne vois pas de qui il parle. A priori, on a quoi? On a plutôt. Et ça, c'est quand même une réussite d'avoir réussi à faire en sorte que toutes les associations, que ce soit le groupe SOS, Addiction Méditerranée, 3132, la PHM, que toutes ces associations et institutions se regroupent, travaillent ensemble pour faire vraiment avancer. On a eu des réunions toutes les semaines avec des groupes de travail pour travailler justement au niveau du recrutement, on a lancé les recrutements, on a au niveau de toute la partie architecture, et il y a vraiment une dimension importante, alors qu'il y a d'autres endroits comme à Bordeaux, je pense, où il y a eu des différentes associations qui se sont déchirées par rapport au projet. Sur Marseille, il y avait vraiment une unanimité pour pouvoir avancer là-dessus. C'est une des grandes réussites, d'après moi, de ce projet-là, même si il n'a pas encore abouti et on ne sait pas s'il aboutira. En attendant, on a vraiment vu une dynamique avec Médecins du Monde, quoi, avec vraiment un groupe associatif qui s'est mis et qui a travaillé ensemble pour avancer là-dessus. alors, il y a Forja Jean-Paul qui dit pourquoi ne pas dédier une salle dans une structure existante? Ah, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si. Ah, c'est la Stéphane, tu réflexion. veux répondre? Parce que la loi ne le permet pas. Oui. En fait, le cahier des charges dit clairement que les salles de consommation doivent être distinctes d'un CARUD, en fait. Et ce qui est un vrai problème, puisque c'est vrai que si on pouvait ouvrir des espaces de consommation dans les CARUD, ça serait sûrement plus facile et plus accepté. Et moins coûteux. On Oui. l'a montré, nous, j'ai pas présenté les résultats du coût-efficacité, l'étude médico-économique qu'on a conduite sur le cosinus. Mais effectivement, une des recommandations à la fin du rapport, vous le trouverez en ligne, le rapport INSERM, c'est que ce serait moins coûteux et quasiment presque aussi efficace, puisqu'il n'y a pas les problèmes d'implantation, de confrontation avec les riverains, puisque la structure est déjà présente. Donc voilà, ça enlèverait des étapes un peu compliquées et voilà, ce serait peut-être quelque chose d'un peu plus naturel et logique de fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que, Stéphane, peut-être tu le diras, mais c'est important symboliquement que la mairie ouvre un lieu fixe et montre qu'ils sont engagés dans ce projet qu'ils avaient prévu dans leur programme, quoi. Voilà. Et puis, il n'y a jamais assez de CARUD de toute façon. Donc, voilà, rajouter une salle de conso, ce n'est pas de trop du tout. Oui, sur Marseille, pour aller dans ce sens-là, même si on ouvrait quelques postes de consommation dans les CARUD, on n'arrivera de toute façon pas à l'amplitude horaire de ce qu'on aurait pu avoir et au volume du nombre de personnes qui pouvaient passer, puisque là, on avait entre 6 et 8 postes d'injection, plus 6 postes de fume, ce qui est quand même important. Sur un CARUD, ça voudrait dire que on enlève une partie de l'activité du CARUD ou on déplace une partie de l'activité ailleurs pour pouvoir mettre cette activité-là. Nous, dans les locaux du Tipeee, si on fait des espaces de consommation, ce qui pose encore souci, puisqu'on est aussi dans un immeuble, on partage la cage d'escalier avec l'immeuble, c'est pas quelque chose d'évident. Malgré tout, ça pourrait être un très bon complément à une HSA, y compris sur les parties mobiles. L'idée, c'est que ce soit un complément. Mais
Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'il y ait un lieu qui soit entièrement dédié à ça, avec les moyens. Et là, le projet marseillais, il est quand même assez. J'en suis fier parce que je trouve qu'on a réussi à travailler avec l'ensemble des associations, avec la PHM, pour essayer de travailler sur un accompagnement global des personnes sur ce lieu véritablement. Si on fait que sur du CARUD, alors c'est ce qui était proposé avant 2010 par l'AFR à l'époque. Et en fait, en France, on a fait le choix de passer par une loi et par une salle. Au début, il fallait que ce soit dans des locaux distincts. Aujourd'hui, ça peut être dans les mêmes locaux, mais à l'époque, il fallait que ce soit adossé à un CARUD et dans des locaux distincts. Donc, ça veut dire, encore une fois, implanter ça ailleurs avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. En tout cas, il y a des choses à chercher de ce côté-là. Il y a des choses aussi à chercher au niveau de faire en sorte qu'on ait moins de filtres pour passer. C'est-à-dire que plus on va sur Paris, Lyon, Marseille, il y a à la fois l'accord du maire qui est nécessaire, mais aussi l'accord du maire de secteur. Pour s'ils ne sont pas dans la même mouvance ou s'ils sont un peu en guerre, eh bien, ça veut dire que le projet il capote, ça devient un enjeu qui va leur permettre de se différencier. Et c'est bien éloigné des problématiques de santé publique sur lesquelles on travaille, quoi. Pourtant, c'est une dimension qu'on ne peut pas négliger et qui peut être largement bloquante si elle n'est pas maîtrisée, quoi. Alors, on a Hélène qui dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'impliquer peut-être davantage les collectifs de riverains favorables au projet pour qu'ils puissent faire le relais sur le terrain? Oui, alors oui, on a, et là, on est en train de travailler là-dessus. En principe, par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens se mobilisent beaucoup plus contre quelque chose que pour. On a eu beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages. Là, on va voir, on est en train d'essayer, et puis on essayait de se positionner par rapport à la mairie pour pas être en porte-à-faux, pas les mettre en porte-à-faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un pas de côté et on essaye vraiment de pousser là-dessus. Les comités, en fait, partout, dans tous les quartiers et dans toutes les rues, si on arrive quelque part et qu'on dit on va installer une salle de consommation ici, ça va être la panique à cet endroit-là. L'idée, c'est, on nous a beaucoup dit, il n'y a pas eu de concertation, mais si on fait de la concertation en amont, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que chacun trouve que c'est important qu'il y ait une salle de consommation, mais pas ici, un petit peu plus loin. Sauf qu'un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, à un moment, il faut bien qu'on s'installe quelque part. Et la personne qui doit trancher, c'est pas moi en tant que directeur d'association, c'est plus au niveau État ou du maire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une parole autorisée, qui dise voilà, le lieu, c'est un besoin collectif pour la ville par rapport à ce qui s'y passe. Et on va implanter ce lieu-là. Quand il y a le choix d'implanter ce type de lieu, il faut que quelqu'un porte la décision de dire le lieu, il sera à tel endroit. Encore faut-il qu'on ait des locaux qui soient disponibles à cet endroit-là, qui soient adéquats. Voilà. Après, c'est vrai que nous, on leur a proposé aussi, et c'est un des premiers projets, on s'est inspiré de Genève, où Genève, ils ont installé des algécos qui ne sont pas forcément des choses indignes, hein, puisque si vous pouvez aller voir, ça se trouve sur Internet, ou si vous allez à Genève, allez visiter. Ils ont des grosses boîtes vertes dans lesquelles les gens sont reçus dignement. On a fait des propositions d'installer ces boîtes à côté de la gare Saint-Charles. Bon, pour l'instant, toutes les propositions qu'on a fait, il y avait toujours un souci qui fait qu'on n'a pas pu le mettre en place. Et c'est ce qui nous fait dire à un moment, il faut qu'il y ait vraiment une volonté forte politique pour le porter et le tenir, ce projet-là. Et on a Véronique Sinou qui nous dit, est-ce qu'une plus grande présence de dealers près des salles a été documentée? Parce que c'est un des arguments des opposants. Perrine, tu as quelque chose là-dessus? T'as pas le... Non, alors les données à Vancouver montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de délit, il n'y a pas d'augmentation d'attroupement des personnes autour de la salle. Après, il n'y a pas de données précises sur est-ce que ce sont des dealers, est-ce que voilà. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que même à Vancouver, il y a eu au fil du temps, mais c'est qu'à partir du moment où la salle a ouvert, une adhésion assez générale à ce dispositif des différents
différents riverains, associations de commerçants. Et au moment où ça a été remis en question, ce Insight, cette salle de conso, il y a eu le soutien de toutes ces personnes qui habitaient le quartier, quoi. Donc voilà, le problème c'est qu'à tant que la salle n'est pas ouverte, les personnes elles sont dans l'opposition sans avoir on va dire une perception un peu concrète de ce qu'est ce dispositif, ce que ça génère dans le quartier. Voilà, c'est pour ça que nous on voulait accompagner aussi avec la recherche vraiment un groupe de riverains avec des opposants, des personnes qui étaient un peu entre deux et puis des partisans, et les accompagner dans le temps pour voir un peu comment les perceptions évoluent. Il n'y a pas de données sur ça et c'est dommage. Voilà, nous on était prêts, mais on espère que. L'évaluation de l'INSERM sur les deux, celle de Paris-Même, montre, alors c'est peut-être pas sur le deal, en tout cas montrer qu'il n'y avait pas d'augmentation de la délinquance. Non, pas de ça, je l'ai montré tout à l'heure, pas d'augmentation de délit de la part, et puis environ. Donc à Paris, il y a eu une étude un peu sur des critères comme attroupement sur la rue, autour de la salle de conso. Est-ce que ça a modifié un peu les mouvements autour de la salle? Il n'y a pas eu d'augmentation, voire même des retours plutôt positifs de la part des agents de sécurité, les techniciens de propreté, tout ça. Donc non, il y a vraiment des résultats plutôt favorables. Ouais. Et là, encore une fois, on est vraiment sur des représentations et du fantasme par rapport à ça. Oui, il va y avoir, mais quoi, il est possible qu'il y ait des dealers qui se rapprochent. Après, ils savent que c'est beaucoup plus surveillé. L'idée, c'est que c'est pour ça qu'on avait 6 postes de médiation aussi. Ce qui faisait peur aux gens aussi, c'est une zone. Il y a une zone qui est décrétée autour de la salle de consommation, dans laquelle, si les gens ont des petites quantités de produits qui vont les consommer à la salle de consommation, ils ne peuvent pas être inquiétés par la police. Et du coup, les opposants ont fait l'amalgame avec ça en disant, vous voyez, ils vont avoir le droit, c'est une zone dans laquelle ils vont avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent, et donc ils vont pouvoir dealer, on va avoir tous les dealers de la ville qui vont venir, et ils vont s'occuper de vos enfants. Et voilà, il y avait vraiment ces dimensions-là qui sont insupportables. De l'autre côté, tant qu'on n'a pas mis en route, on peut que dire non, on va tout faire. Au niveau du procureur, il avait bien dit dans les réunions publiques, à partir du moment où la personne, elle a plus qu'un gramme ou 2 grammes de cocaïne sur elle, ou si elle a des sachets ou des choses comme ça, je serai intransigeant, on appliquera la loi et toute la loi. Ce qu'ont entendu les gens, c'est qu'il y avait autour une zone dans laquelle on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc voilà, c'est toujours la difficulté vraiment d'arriver à avancer quand on a le débat qui est aussi pollué par des dimensions qui sont de la politique politicienne, vraiment, quoi. Oui, Patrick Favrel, association CEF. Bonjour Bertrand. Juste un point. Il y a une dérive qui se passe au niveau des salles de consommation et des HSA. Si on prend la salle du 10e de Gaïa, d'accord, on reste dans le concept de la salle de consommation de départ qui était consommation à ciel ouvert. Je pense que c'est vraiment important de le prendre en compte. C'est la seule salle en fait en France, hein, parce que Strasbourg c'est totalement différent, où on était sur une scène ouverte. Donc, scène ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y avait du deal, qu'effectivement, il y avait en fait un flux d'usagers et de deals qui se passaient, et c'est toujours le cas rue de Maubeuge. Hein. Vous avez d'un côté le crack et de l'autre côté tout ce qui est opioïdes, Xénon et compagnie. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important et il faut faire, à mon avis, assez attention là-dessus, parce que essayer de se retrancher sur un truc qui est un espace protégé où il ne se passerait rien, c'est finalement reculer, mais pas mieux sauter. Après, surtout le problème des riverains, je m'arrêterai là, hein, mais sur le 10e, on a eu pendant des années, je veux dire, des opposants riverains qui se sont posés, on avait des banderoles. Enfin bon, je veux dire, c'est pas nouveau comme histoire hein, en tant que tel. Alors, ce que disait Stéphane est bien évidemment fondamental, c'est que l'avantage qu'on a eu sur le 10e, ça a été d'avoir un maire qui était politiquement
volontairement engagés, et la mairie de Paris qui, elle aussi, en fait, était partie prenante du projet. Donc, c'est ce que tu disais, Stéphane, c'est les deux atouts majeurs, je veux dire, qui fait que le truc peut fonctionner. Dire aussi une chose, à mon sens, je ne sais pas si Bertrand est d'accord avec moi, c'est que le moment où on a monté en fait ce projet, on a mis quand même, mine de rien, entre l'analyse de l'INSERM en 2010, 6 ans avant que la salle de consommation ne soit ouverte. Mais il n'empêche que c'était dans un contexte et un environnement social qui était beaucoup plus favorable, ou en tout cas permissif, on va le dire comme ça, à l'installation en fait de dispositifs de RDR. Merci Patrick. Alors il est 8h56. Est-ce que quelqu'un veut faire une dernière remarque? Je voudrais juste finir sur ce que tu as commencé, juste pour faire la conclusion, sur un historique, pas un historique, mais sur les salles de conso dans le monde. Donc, comme tu disais, il y a 202 salles de conso dans le monde. Selon l'Observatoire européen, il y en a 83 sur le territoire européen. Je vais dire 84 parce qu'il y en a une nouvelle qui a ouvert en République tchèque, en fin d'année 2023. Et il y en avait aussi une en Ukraine avant la guerre, puisqu'elle est à la frontière russe, mais la ville a complètement été rasée. Et les prochaines qui vont ouvrir sont, donc, où c'est validé réellement, donc c'est l'Irlande, la Croatie et un nouvel État américain, l'État de Rhode Island, la mairie a validé la semaine dernière, donc il n'en manquait plus que le feu vert de la mairie. Donc la mairie de Providence, de la ville de Providence, va ouvrir une salle de conso. Donc sur la biographie, vous verrez, il y a un lien qui vous renvoie sur toutes les salles de conso qui sont implantées dans le monde. Et là où il y en a plus, donc c'est le Canada où il y en a plus d'une centaine. Mais il y a deux dispositifs qui sont un peu différents au Canada liés à la crise. Il y a ce qu'on appelle des sites de prévention des surdoses. Alors la différence avec les salles de conso, il y a une petite différence, c'est que leur implantation est beaucoup plus facile administrativement. Souvent, elles sont implantées dans des centres communautaires ou voire dans des toiles de tente. Et la différence aussi, c'est qu'elles sont gérées par des pairs. Par rapport aux autres salles de consommation sur la plupart du territoire européen, où la participation des pairs s'arrête à la porte des salles où il y a consommation. C'est-à-dire que les sites de prévention des surdoses, ce sont les pairs qui supervisent les consommations. Et au Canada aussi, la différence, c'est qu'il y a aussi 3 centres qui ont été ouverts dans des centres pénitentiaires, puisqu'ils ont essayé de mettre, il y a eu un débat il n'y a pas longtemps sur la réduction des risques en prison en France, notamment la mise en place de l'échange de seringues. Et en fait, le Canada, qui avait un programme officiel depuis des années, se sont retrouvés face aux agents pénitentiaires qui étaient assez opposés. Et finalement, les salles de consommation ont répondu au port des agents, puisqu'il n'y a plus de seringues qui traînent, puisqu'il y a une salle de consommation et toutes les seringues qui sont utilisées dans la salle de consommation restent dans la salle de consommation. Donc, les syndicats aujourd'hui pénitentiaires au Canada soutiennent. Et donc, l'État a décidé d'étendre à l'ensemble des centres pénitentiaires l'ouverture de salles de consommation. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci Bernard pour ces précisions. Merci à Perrine et à Stéphane pour leurs interventions. Merci pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et dynamique. Et puis on va avoir besoin de soutien. Juste, je disais, on va avoir besoin de soutien. Il y a un certain nombre de choses. C'est important qu'on fasse du bruit dans les médias aussi. On est en train d'essayer de mettre la pression sur la ville. On a quelques mois là pour essayer de faire en sorte de passer avant que la fenêtre se referme. Donc, n'hésitez pas à signer, à soutenir les différentes publications que vous verrez passer sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et on fera suivre le dernier communiqué que vous avez fait suite à la réunion de la semaine dernière, vous avez envoyé sur les réseaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis le prochain Art Café, ça sera le mardi 12 mars de 8h à 9h sur la thématique addiction au sucre et TCA.
Donc, nous comptons sur vous et on vous attend nombreux pour cette nouvelle thématique et vous trouverez tout sur notre site avec les prochains liens pour vous inscrire. Merci à tous et passez une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.